Premier numéro pour le compte de 2024 de l'émission Regard Croisé. Merci à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission Regard Croisé. Que peut-on donc retenir du message de vœux de nouvel an du président colonel Assimi Goïta? C'est la question qui va essentiellement occuper nos regards ce soir. Pour la trancher, nos invités, ils sont quatre. Le premier, monsieur Abdallah Yatara du parti Yelema, dont le parti vient de porter plainte contre le ministre en charge de l'administration territoriale pour excès de pouvoir. Monsieur le maire, merci. Monsieur Yatara, merci d'être là. Merci bien, tous les plaisirs pour moi de retrouver le plateau. Et je salue mes collaborateurs ainsi que tous ceux qui sont actuellement sur Renouveau TV. Et Allez-y. au du nouvel an, je profite de l'occasion pour présenter à tous les téléspectateurs de Renouveau mes vœux les meilleurs pour 2024 et au personnel aussi de Renouveau. Merci. Deuxième invité, monsieur Mohamed Cherif Aïdara, président du CSDM, le CSDM qui n'a pas porté plainte contre le ministre de l'administration territoriale, pas pour l'instant. Monsieur Aïdara, merci d'être là. C'est un plaisir, Baro. Et je profite de ce débat pour souhaiter le meilleur à mes co-débatteurs, ainsi à tous les téléspectateurs de la télévision de la diaspora. Et que l'année 2024 soit une année meilleure pour le Mali et les Maliens. Monsieur Bagui Djara qui réapparaît avec une apparence très très religieuse ce soir. Monsieur Djara, merci d'être là. Merci monsieur Sylvé. Et bonsoir à mes co-débatteurs et bonsoir également aux fidèles de Renouveau TV. Et bonne heureuse année ici et ailleurs. Nous sommes aussi très heureux de vous présenter, si vous voulez, Docteur Laya Djara, désormais Laya Guindo, Laya Guindo, qui est désormais professeur, maître de conférence, qui vient en tout cas d'accéder au grade de maître de conférence. Professeur, toutes nos félicitations. Merci beaucoup. Félicitations. Merci beaucoup, M. Siribé. Merci à tous, à mes co-débatteurs et tous ceux qui sont en train de regarder présentement sur la chaîne Renouveau. Et bonne année à tous. Bonne année à vous également. Avant d'ouvrir donc les débats sur le message de vœux de nouvel an du président Assimi Goïta, un point déjà sur cette relation qui on annonçait très tendue entre le Mali et l'Algérie. Déjà un point sur l'axe Bamako-Alger, M. Yatara. Je crois que le climat, au regard des dernières nouvelles, je crois que le climat est un peu apaisé maintenant. Je crois qu'après avoir convoqué les ambassadeurs de deux côtés, après le rappel des ambassadeurs de deux côtés, je crois que l'ambassadeur algérien a gagné Bamako aujourd'hui et l'ambassadeur malien en Algérie s'apprête aussi à gagner Alger. Et je crois que c'est de bonne guerre. Et souhaitons aussi que ce climat puisse être apaisé au compte tenu des relations séculaires historiques entre ces deux pays-là. Aïdara, on peut prononcer deux mots pour qualifier cette situation, de la crispation à la décrispation. Monsieur Siribé, je commencerai par dire que le respect, ça s'impose. L'Algérie a pris l'habitude de faire comme il veut, quand il veut, en ce qui concerne le Mali. Ils ont décidé unilatéralement de proposer le délai de la transition sans consulter le gouvernement malien. Ils ont créé une commission et sans consulter le gouvernement a laissé passer. L'Algérie a décidé de s'imposer sur le plan international en ce qui concerne le Mali par rapport à l'accord. Et ils ont pris l'habitude de faire un certain nombre de choses en ce qui concerne le Mali. C'est comme un grand frère dans une grande famille qui fait des choses et après il s'explique. Et moi je suis très content et fier de nos autorités pour dire que le choix du Mali est désormais à respecter. C'est un pays souverain, vous ne pouvez pas prendre certaines décisions nous concernant sans nous consulter. Donc vivement une bonne coopération du respect mutuel entre les deux pays. Bagui, ça y est, on est dans la décrispation entre le Mali et l'Algérie.
Je pense que visiblement, oui, la piste, elle est déjà engagée. Mais juste pour faire court là-dessus, je pense que sur le long du temps, il y a deux éléments qui doivent apparaître de part et d'autre. Parce que nous sommes ces deux pays-là qui partagent historiquement beaucoup de choses, les gens le savent, mais par rapport déjà à la situation sécuritaire, et même l'intégration des deux peuples, je pense qu'il y a le respect et la sincérité qui doivent désormais prévaloir, et surtout beaucoup plus du côté de l'Algérie. Je pense, pour faire court, c'est l'expression que je vais faire sur cette situation. Professeur Padjara, mais Guindo, C'est ça. votre lecture sur cette relation qui commence à, en tout cas, à revenir à la normale entre le Mali et Effectivement. l'Algérie. Ce qui s'est passé, c'était vraiment regrettable, quoi. Un pays, deux pays frères, l'Algérie et le Mali, c'est quand même beaucoup de temps, quoi. On est liés par beaucoup de choses, par la religion, par la culture, par la géographie, par beaucoup de choses. Donc, voir qu'en un laps de temps, la situation s'est dégradée jusqu'à convoquer les ambassadeurs et les rappeler, c'était vraiment regrettable. Moi, j'ai beaucoup regretté. Mon parti a fait un communiqué et on a souhaité vivement à ce que dans les meilleurs délais, que les deux pays puissent s'entendre. Je pense qu'on peut ne pas se comprendre sur certains points, mais jusqu'à arriver à un certain niveau, jusqu'à frôler à un point de non-retour, c'était vraiment pas utile. Et à mon avis, on pouvait éviter ça. Et heureusement, je pense que la situation commence à s'améliorer. Donc bravo aux deux États et toutes mes félicitations pour la suite. Après donc la décision de dissolution du ministre en charge de l'administration territoriale contre certains conseils communaux, le parti Yelema vient de prendre sur lui la responsabilité de porter plainte, si vous voulez, faire un recours contre cette décision ministérielle, en tout cas pour excès de pouvoir, monsieur Yatara, vous qui êtes une victime directe de cette décision, quelle est la réaction? Oui, je crois que c'est de bonne guerre. Ce n'est pas la confiance de la population qui en est venue aux affaires en commune 4. Et si on devrait s'asseoir et accepter comme ça le décret de dissolution, ça veut dire qu'on est d'accord avec ce qui est dit dans le décret de dissolution. Et je crois que maintenant, pour maintenir la confiance en nous et nos électeurs, et nous devons nous battre jusqu'au bout. Et c'est pour cela qu'on a attaqué le décret, et pour excès de pouvoir, mais pour aussi l'annuler, parce que tout simplement, en réalité, il y a vice de forme aussi dans le décret, parce que le dernier vu dans le décret qui dit que la communicate a reçu une demande d'explication du gouverneur relative aux irrégularités administratives et financières n'est pas vrai, parce qu'on a été obligé de commettre un huissier pour partir vérifier. Effectivement, on n'a pas reçu de demande d'explication par rapport aux irrégularités administratives et financières, mais on a reçu une demande d'explication par rapport à l'assainissement. Mais on a pris le même numéro, la même correspondance, le même numéro, on a imputé aux irrégularités administratives et financières. Ça ne colle pas. Donc, on a attaqué le décret. Je crois que j'ai confiance à la magistrature, à la justice de mon pays, et je crois que le droit sera dit. Le droit sera dit, monsieur Aydara, déjà, comment vous observez cette initiative du parti Yelema? Moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Cela prouve à suffisance que notre justice fonctionne très bien. Et le parti Yelema, ce que je retiens du parti Yelema, c'est le président d'honneur, Moussa Mara. À chaque fois que Moussa Mara. Il n'est pas président d'honneur, il est président du comité de planification stratégique. Ok, d'accord, voilà. D'accord. Alors, en tout cas, monsieur le président du comité d'honneur du comité de planification stratégique. Voilà, c'est même difficile à prononcer. Il tient à l'honneur, hein? Allez-y. À chaque fois qu'il a fait une visite dans un pays, il a toujours rendu visite aux membres de CSDM. Sa dernière visite en date, c'était à Abidjan. Donc, je vous souhaite de gagner le procès. Hein? Et vous avez le soutien du CSDM. Charles. Géjara. Oui, je pense que sur cette situation, c'est vrai que j'en sais peu dans le fond par rapport donc à mon camarade ici du parti Élément, mais je pense que l'acte, il est profondément politique et il est à saluer à mon avis. Et il est politique et ça renforce aussi normalement son traitement au niveau de la justice, notre démocratie. Parce que les éléments dont l'élément disposerait pour soutenir effectivement sa situation face effectivement à la justice, je pense qu'il y a un débat qui s'installe
et donc des situations qui peuvent être clarifiées, je pense que cela ne peut être que gagnant pour notre démocratie. Et encore une fois, bravo à Yéléman pour ça, parce que moi je considère que souvent des actions comme ça de la part d'un parti politique sont simplement à encourager parce que ça rentre dans ce sens de construction en fait de notre édifice. Si ça ne va pas, ou si on ne comprend pas les choses, ou si on n'est pas d'accord avec, de trouver les voies légales de faire cette expression, et in fine, les décisions qui en sortiront, vous respecterez ces décisions-là, et c'est ce qui renforce non seulement donc l'action politique, mais aussi la démocratie. Donc bonne continuation alors. Professeur, votre lecture là-dessus? Oui, bon, nous en tant que politique, on ne peut qu'encourager Yelema à approfondir, à aller dans ce sens. Il a porté plainte, donc nous le soutenons. Yelema, en communication, c'est un grand parti. En 2020, on a eu à collaborer avec eux pour remporter les élections législatives. Donc tout le monde connaît le poids du parti Yelema. Maintenant, si Yelema juge opportun qu'il y a vice de forme, je pense que c'est du domaine du droit et Yelema a la liberté de demander des explications, sinon de demander à ce que la justice puisse rapporter purement et simplement les décrets et mettre les partis dans ses droits. Pour donc revenir, allez-y. Vous savez, dans la correspondance du gouverneur en date du 3 novembre, le gouverneur dit que l'assainissement est une compétence déléguée aux collectivités. Le gouverneur le sait très bien, toutes les compétences déléguées aux collectivités, les ressources sont toujours au niveau central. Avec nos maigres moyens, nous faisons ce que nous pouvons dans le domaine des compétences qui nous sont transférées, mais si les ressources restent toujours au niveau central, que voulez-vous qu'on fasse par rapport aux compétences qui nous sont transférées? Je ne suis pas toujours. Allez-y. Non, c'est juste que je vais peut-être pas. Sauf qu'il faudrait qu'on ne prenne Oui, pas non, aussi le risque de on... commenter une affaire à un instant. Non, on va pas peut-être commenter dans le fond, mais je pense que c'est à peu près la deuxième fois que nous revenons sur ce même point-là par rapport effectivement à cette perception des collectivités pour ce qui est du transfert des ressources. Je pense que cela est un fait, mais l'action pour l'assainissement, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'autres canaux qui restent ouverts et disponibles pour les collectivités afin effectivement d'avancer dessus. Je ne dis pas que cela ne se fait pas, mais je pense très peu par rapport déjà à l'intensité de la problématique posée. Donc courageusement pour avancer, même en l'absence effectivement de ces ressources transférées. Je disais tantôt, pour revenir à notre plat de résistance du jour, conformément donc à la tradition, le colonel Assimi Goïta a présenté ce 31 décembre ses vœux de nouvel an à la nation malienne, occasion pour le président de la transition de s'exprimer sur certains sujets brûlants, en l'occurrence la problématique de l'EDM en passant par le retour à l'ordre constitutionnel, sans oublier bien sûr la question du sort de l'accord pour la paix. Monsieur Yatara, quel morceau vous avez décidé de choisir, vous avez choisi ce soir? En fait, le discours à la nation a duré exactement 17 minutes 35 secondes. Et c'était... C'est quand même un discours fleuve, hein? Oh, 17 minutes 35 secondes. Contrairement à la tradition. Bon, même le discours du 22 septembre, c'était aussi la même durée. Hein. Je crois que c'est standard au niveau de la présidence, je crois. Donc, moi je retiens 5 axes dans ce discours à la nation du président de la transition. Et d'abord, le premier axe, c'est un peu l'axe énergétique. L'axe énergétique, il l'avait occulté lors de son discours du 22 septembre, je crois qu'on était revenu sur ça. Et il reconnaît que l'énergie, en réalité, a des problèmes. Il a profité de l'occasion pour présenter ses excuses à la population par rapport aux désagréments créés. Mais pour lui, le mal se situe au niveau non seulement de la mauvaise gestion, mais aussi à un manque de vision. Bon, j'ai dit par rapport à la mauvaise gestion, je suis un peu perplexe parce que je n'ai vu aucun compte, aucun bilan qui n'a pas été certifié par un expert comptable au niveau de l'EDM. Peut-être les missions d'audit ont révélé des dysfonctionnements, ont révélé des manquements, mais tous les comptes quand même ont été certifiés par des experts comptables commis par l'EDM, y compris l'actuel ministre de l'énergie et des mines, qui à un moment donné était aussi l'expert comptable certifié par rapport au code EDM.
Et par rapport au manque de vision, je suis pratiquement d'accord avec le président de la transition. Effectivement, il faut forcément une transition aujourd'hui du thermique vers l'éolien, vers le solaire et vers l'hydraulique. Si on ne fait pas ça, je crois que le thermique, on ne peut pas le supporter. Avec l'achat de carburant, on ne peut pas le supporter. Il faut franchement les avantages comparatifs là par rapport à l'hydrogène, par rapport à l'hydraulique et par rapport aussi au solaire. Je crois qu'il va falloir faire une transition énergétique dans ces domaines-là. Le deuxième axe, je le retiens, c'est l'axe sécuritaire. C'est classique, il a dit qu'il salue les forces armées de défense par rapport aux efforts qui ont été maintenus par rapport au recouvrement des emprises libérées par l'aménagement, mais aussi par rapport à l'emprise aussi qui était aussi, je vais bénéficier que c'était avec la CEMA, c'était pas avec l'aménagement, c'était avec la CEMA, mais pratiquement on a tout recouvré. Donc il a profité de l'occasion pour féliciter les forces armées de défense. Mais il a dit une phrase qui a retenu mon attention par rapport à la sécurité. Il a dit que notre mission n'est pas terminée et la mission continue jusqu'au recouvrement intégral du territoire national, mais aussi à la lutte contre l'insécurité, à la lutte contre le terrorisme aussi. C'est pas achevé par rapport à la durée de la transition, ça veut dire ce que ça veut dire. D'accord. Et le troisième axe par rapport à la bonne gouvernance, il a dit que la lutte contre la délinquance économique et financière se poursuivra pour ne pas mettre en cause les efforts de développement entamés. Mais il faut reconnaître que beaucoup d'interpellations ont été faites dans ce domaine. Mais je crois qu'il faut aussi interpeller aussi la justice par rapport à ça. Il ne faut pas arrêter les gens parce que tout simplement ils doivent bénéficier de la présomption d'innocence. Je crois que la justice aussi doit accélérer les procédures pour que ceux qui sont aujourd'hui interpellés puissent aussi se justifier. Je crois qu'il faut que les deux à la fois, vivement qu'ils ont été interpellés, mais aussi que la justice aussi mette le boucher double pour que ceux qui ont été interpellés puissent être jugés aussi. On va revenir, hein, vous allez égrener le reste. Ouais. Mais ça aidera, quelque chose me dit que vous avez retenu beaucoup de choses. Oui, tout à fait. Oui. Et c'est pris de 2 jours à décrypter. Vous savez, le discours d'un chef d'État qui s'adresse à sa nation dans un contexte aussi compliqué pour un peuple, un pays anormalement normal, ça demande beaucoup de temps d'analyse, parce que chaque mot a son sens. Et je commencerai par l'énergie. Et ce qu'il a dit, c'est tout à fait juste. Et vous savez, le secteur énergie est un secteur très complexe et qui ne fonctionne que avec des prévisions, avec un planning et des moyens qui vont avec. Nous avons une augmentation de consommation à hauteur de 15% par an. Et les investissements ne suivent pas. Donc chaque année, tu as 15% de nouveaux compteurs. Et il n'y a pas d'investissement qui suit. Ça, c'est un. De deux, nous avons le kilowattheure le moins cher dans la sous-région. Donc l'État a continué à subventionner. Et ce qui explique aujourd'hui le délestage, ce n'est pas du tout ce que les gens disent. Parce que je suis aussi l'un des producteurs. Jusque récemment, on a arrêté. Donc je sais de quoi je parle. Et c'est qu'il y a eu des fournisseurs qui ont arrêté leurs contrats, qui ont arrêté de fournir. Je peux mentionner Agreco, je peux mentionner la compagnie turque, hein, qui ont arrêté de produire. Donc ça a créé un déficit. Et nous avons eu notre problème avec le voisin, avec qui nous devons de l'argent, hein, et qui a réduit la quantité énergétique envoyée par jour. On doit avoir 100 MW, ils attendent jusqu'à 18 heures de fois, ils n'envoient que 15 ou 20 MW. Donc aujourd'hui, je ne sais pas combien il envoie. Donc un président de la République ne peut pas venir rentrer dans toutes ces explications, mais je vous le dis parce que je suis dans le secteur, je sais de quoi je parle. Les pays qui nous envoient les 100 MW, je produis là-bas plus de 100 MW, donc je sais de quoi je parle. Donc, ce qu'il a clairement indiqué, que les efforts sont en train d'être fournis afin que nous retrouvons notre indépendance énergétique. Et ça demande de l'argent, ça demande du temps. Donc je dirais aux Maliens de serrer la ceinture. D'attendre encore? Ah oui, Allez-y. parce que c'est sûr que des décisions ont été prises, des forces ont été engagées, et pour que ça ne dure pas longtemps encore. Et je ne pense pas que ça sera encore longtemps. Mais il faut qu'on comprenne qu'il y a des facteurs qui ont fait que nous sommes là où nous sommes. Ça, ce n'est pas dit lié à la transition. Et si on n'investit pas en fonction de prévisions de nouveaux demandeurs de compteurs,
forcément, quelle que soit la quantité disponible de kilowattheures que nous avons, elle sera en moins de la demande. Donc, il y aura un délestage. Et nous prenons aussi une part avec de la Mauritanie, que nous payons aussi par mois, une part du Sénégal, dans OMVS, et dans Monatali, que nous payons également. Donc, il y a tous ces facteurs qui rentrent dans la ligne de compte. Moi, ce que j'aurais souhaité, c'est que ceux qui sont experts aujourd'hui de cette question énergétique, qui est EDM, et ils peuvent bien expliquer. Et je n'ai pas entendu quelqu'un venir pour parler de quoi que ce soit. Donc ça, je suis bien content que lui-même il a pris ça en compte. Et j'en suis persuadé que les moyens seront mis à disposition afin que ce problème énergétique soit résolu. On résout ça pour cette année, mais il faut savoir que l'année prochaine aussi, il y aura des demandes qui vont augmenter. Donc c'est un bon planning qu'il faut faire et faire un budget conséquent afin de pouvoir atteindre les besoins de la population au fur et à mesure que la consommation augmente. On va vous redonner la parole. Hein. L'expert en énergie renouvelable est bien là, oui, sur cette question, sur ce point précis concernant l'EDM dans le discours du président de la transition. Ok, donc je crois que je vais intervenir là-dessus et puis après peut-être rapidement. Oui, justement. Non, je pense que contrairement à Aïdara, moi, je suis resté véritablement sur ma faim par rapport donc, à l'intervention du président sur l'aspect de l'énergie. La raison, elle est toute simple. Là où vous avez fini, c'est ce que je vais dire. Vous avez dit que vous n'avez pas entendu en fait un expert ou ceux-là qui connaissent la situation venir effectivement expliquer ce qu'il y a. Mais ça commence d'abord par les autorités elles-mêmes et de dire, faisant le diagnostic, de dire sur les 4 maillons en fait de la fourniture d'électricité par EDM, parce que ce n'est pas que EDM seulement qui constitue en fait l'enjeu de l'accès à l'énergie. Elle est importante en fait la présence de EDM. Mais vous avez la production, vous avez le transport, vous avez la distribution, finalement vous avez la commercialisation. Et le problème aujourd'hui de la production, c'est à quel niveau? Le président a dit que le problème est au niveau de la production. Mais il y a plusieurs problèmes, il ne peut pas détailler, on le sait lui dans son discours, mais même avant lui, on n'a pas vu de détails par rapport à ça. Il n'a pas de production, hein? Il n'a pas parlé de production. Il a parlé de production, c'est moi qui l'ai écouté. Production et transport, là où il y a eu des investissements, nous l'avons écouté. C'est absolument clair. C'est absolument clair. C'est absolument clair. Ouais. Voilà. Donc, ce que je suis en train de vouloir dire, en fait, ça, ce n'est pas lorsque vous avez un secteur aussi souverainiste. Parce que contrairement à ce que même le président dit, ce n'est pas un secteur stratégique, c'est un secteur de souveraineté, en réalité, le secteur de l'énergie. Mais, voilà. Mais l'autre point, c'est que je veux dire, c'est que ce n'est pas une occasion, lorsque vous avez des problèmes comme ça, de s'étirer. Moi, j'ai toujours dit, c'est l'occasion que les gens mettent ça à profit. C'est une opportunité de mettre les acteurs autour de cette problématique-là, qu'ensemble, chacun y joue un rôle. Vous avez parlé de ceux-là qui consomment, les demandeurs et tout ça. Vous avez parlé des fournisseurs et tout ça. Là. Tous ceux-là sont des parties avec effectivement les autorités. Donc moi, pour faire court là-dessus, je n'ai pas eu de visibilité en termes de effectivement ce qui va être fait. Des perspectives. Voilà, en fait, dans les perspectives. Oui, non, okay. je sais. Et ce qui dit que on va dire avec nos partenaires, ce qu'on va faire, on va faire des investissements dans le transport et tout ça. Ça, c'est rhétorique, en fait. Moi, je ne suis pas là pour prendre position, non. Je suis simplement en train d'encourager, de mon point de vue, en fait, une situation pour l'État, et cela est possible, aujourd'hui de mettre les acteurs autour de ça, parce que c'est un secteur de souveraineté et que l'on discute, qu'on y travaille à sortir avec des solutions consensuelles. Ces solutions consensuelles sont à notre portée. Moi, je ne suis pas en train de dire que les acteurs s'accusent. Non, les acteurs doivent plutôt se donner la main autour des autorités, mais aux autorités de créer cette situation. Et en fait, cette situation de se donner les mains ensemble. Et c'est extrêmement important. C'est pour cela, plusieurs fois, j'ai dit, quand Madame le ministre avait dit qu'il y a un comité de crise qui est créé et que c'est le président lui-même qui pilote ça, j'ai toujours dit, même ce comité de crise devrait être connu des gens, les partis qui sont dedans, jusqu'aux consommateurs. Comme ça, lorsque vous discutez, vous avez une meilleure appréhension des problèmes qui sont là, le temps nécessaire, les solutions, qu'est-ce qui est planifié, qu'est-ce qu'il faut, et vous avancez ensemble.
parce que c'est pour nous tous. Donc, juste pour finir là-dessus, je pense que son discours a également 2 ou 3 caractéristiques que moi... On va en revenir. Okay. Hein, on était en train de nous arrêter sur le point concernant l'EDM, professeur. Okay, d'accord, précisément concernant l'EDM. Concernant l'EDM, moi, effectivement, comme mon frère, je suis un peu resté sur ma faim, parce que le problème de l'EDM aujourd'hui, il est connu. Hein? Ça fait pratiquement une année. La fourniture ne se fait pas comme ça se doit. Il y a des restages un peu partout. Bamako et le reste des villes. Moi, je croyais que pendant son discours, le président de la transition allait donner au moins un délai. C'est que les Maliens, vous avez été résilients, vous avez patienté, vous avez consenti beaucoup de sacrifices. Mais d'ici telle date, si tout va bien, on va mettre fin au problème des délestages. Et ça, je n'ai pas entendu ça dans le discours. Plutôt, dans son discours, il cherche ou bien il fait porter la responsabilité de la situation actuelle par les régimes précédents. Bon, ça je pense que ce n'est pas la solution. Ce n'est pas en faisant ça qu'on va régler le problème. Ça fait 3 ans, le Mali est en transition, sinon plus. Ceux qui sont au pouvoir sont responsables de la situation. C'est à eux de nous proposer des solutions. Aujourd'hui, les causes, les Maliens, ce n'est pas trop ça leur problème. Leur préoccupation, c'est les solutions. Quand est-ce qu'on va finir avec cette question de EDM? Avant de venir ici, j'ai dit, il y a beaucoup de personnes, je suis sur le nouveau, on dit, bon, si EDM nous donne le courant, on va vous écouter. Ça veut dire que c'est un problème criard, c'est extrêmement important. Voilà, maintenant, les détails, c'est vraiment aux autorités qui ont en charge la gestion de EDM de gérer ça. C'est ce que je peux dire sur la question de EDM. Maintenant, si on a d'autres occasions, justement, on va revenir à ces autres points. Monsieur Yatara, est-ce que le président a définitivement, en tout cas, clos, si vous voulez, le sort de l'accord pour la paix avec la nouvelle donne sécuritaire? Effectivement, c'était un de mes axes. En fait, en réalité, je l'ai dit ici depuis longtemps, l'État devrait dénoncer l'accord d'Alger depuis longtemps. On a entendu le M5 demander clairement à l'État de dénoncer l'accord. L'accord d'Alger était déjà mort depuis. Mais en réalité, le gouvernement doit prendre son courage à 2 mains. Autant on a eu le courage de dénoncer, de dire à la MINUSMA de se retirer, autant on doit aussi avoir le même courage de dire que l'accord d'Alger c'est fini aujourd'hui. Au lieu d'inventer une autre roue, non, il fallait dénoncer d'abord l'accord d'Alger, ensuite partir vers cette commission que le président de la transition veut créer fin janvier pour pouvoir... oui, mais la création de cette nouvelle commission, ce n'est pas une dénonciation qui ne dit pas son nom. Non, il faut appeler le chat par son nom. Oui. On doit d'abord dénoncer l'accord d'Alger, se retirer de l'accord d'Alger et puis entamer cette nouvelle procédure-là. C'est ce qui devra être fait. Mais c'est vrai, cette commission n'aura pas seulement en charge l'accord d'Alger par rapport au nord, mais aussi il y a aussi les crises communautaires aussi au centre aussi, dont les racines sont profondes. Le dialogue intermalien. Exactement. Donc moi je crois qu'un mois c'est pas du tout suffisant pour déposer le rapport. Je crois que ce serait un rapport complètement biaisé. Il faut du temps par rapport à cette situation-là pour pouvoir trouver les solutions et pour pouvoir trouver les solutions par rapport au mal de ces pays-là. Parce que tout simplement l'accord d'Alger est mort de sa belle mort depuis longtemps. L'État doit avoir le courage de dénoncer, de se retirer de l'accord d'Alger avant de commencer, avant de mettre au travail cette nouvelle commission-là. C'est mon point de vue. Monsieur Aïdara, est-ce qu'on peut faire un lien entre la création de cette nouvelle commission en charge du dialogue intermalien et la fin de l'accord pour la paix? Permettez-moi d'abord de rebondir sur le cas d'EDM en 1 minute. Et je vous disais que il y a 3 fournisseurs de EDM qui ont arrêté de fournir. Nous, on fournissait 45 MW à Greco. Asca, la société turque, fournissait 100 MW, qui a arrêté de fournir. Et CI Énergie nous a envoyé 100 MW. Faisons le calcul. Ça fait 245 MW de manque. Et depuis que nous avons arrêté, bon, tous pas en même temps, EDM a mis pied et main pour essayer de résoudre ce problème. Donc, ce n'est pas un problème qui a été voulu ou qui a été entretenu. C'est vrai, c'est dû à un certain nombre de problèmes que nous avons arrêté de fournir. Donc, le président a justement rassuré qu'il a pris en compte les demandes, il est conscient et les moyens seront mis à disposition pour combler. Donc, moi, je pense qu'il ne peut pas dire mieux.
je suis d'accord avec vous que les experts se retrouvent autour de la table pour expliquer pourquoi on en est arrivé là. Et il faut également penser à augmenter le prix du kilowattheure pour permettre à EDM d'avoir le montant conséquent pour investir afin de satisfaire toute la population selon l'augmentation par an. Je reviens maintenant sur l'accord. Oui. Moi, je l'ai dit depuis très longtemps, je dis cet accord, personne n'a voulu le dénoncer. Personne. Ni le mouvement signataire, ni l'État, jusqu'à aujourd'hui. Il faut se poser une question. Pourquoi l'État ne renonce pas à l'accord? Pourquoi le mouvement signateur ne renonce pas à l'accord? Et si on nous appelle aujourd'hui pour dire qu'on va négocier une paix entre nous... Dialoguer, hein? Dialoguer. Oui. Et il faut aussi se rappeler d'une chose. Tout le discours du président de la transition, c'est sur la base de la feuille de route qu'on l'a remis. Nous nous sommes réunis ici, les ANR, nous avons fait 517 recommandations, avec 54 qui doivent être mises en œuvre avant la fin de la transition. Donc, votre voisin n'a pas participé aux ANR. Bon, d'accord. Bon, allez-y. Quand vous dites nous, peut-être il faut Yelema était là. Allez-y. Yelema était là, vous étiez là-bas. Donc, il a en fait parlé sur le plan de la feuille de route que, en tout cas, souverainement, nous avons tous, ceux qui ont participé, à pu remettre au président. Donc, il a parlé sur cette base. Et c'est une stratégie. Quand vous avez une communauté internationale qui nous a imposé un accord sans demander l'approbation de cet accord, ni l'avis des Maliens, et sur la base desquels on a eu droit à avoir sur notre sol 26 000 soldats, 2 milliards de dollars, 7 milliards 200 millions de dollars dépensés. Avant de venir, j'ai vérifié le nombre de morts. Ça fait 311 militaires et polices étrangers morts au Mali. Pour cet accord, 7 milliards 200 millions de dollars. 311 de les membres de la communauté internationale. Donc on ne peut pas venir juste dire je renonce, j'arrête tous ces morts, tout cet argent. Et les Nations Unies n'ont jamais eu honte de leur vue qu'au Mali. Et à la fin, on finit à leur dire on vous demande de quitter sans délai, on vous donne 6 mois. Donc on ne peut pas venir politiquement, sur le plan diplomatiquement, venir dire que nous renonçons à cet accord. Donc on renoncera à cet accord si souverainement nous décidons de renoncer. Mais ce n'est pas le président de la République qui va décider qu'on renonce à cet accord. C'est ce qui explique une invitation à une autre négociation qui se tiendra au Mali. C'est ce que nous avons demandé. Ce n'est ni l'accord d'Alger, ni l'accord de Paris, ni l'accord de New York. C'est ce que nous allons essayer de faire. Et c'est ma compréhension. Maintenant, je salue Yamoudou Keïta, qui est IRDAC Mali, en France, un membre de la diaspora malienne. Ils sont toujours battus pour que l'accord soit purement et simplement désiré, jeté dans la poubelle. Bravo Yamoudou, bravo IRDAC. Monsieur Diarra, votre lecture sur cette situation, ce point précis concernant l'accord dans le discours, si vous voulez, du président de la transition, même s'il n'a pas cité expressement l'accord. Oui, et merci, mais 30 secondes rapidement. Vous voulez qu'on revienne toujours à l'EDM? Je ne reviens pas, mais il a dit deux choses. Je pense que c'est important que nous puissions effectivement les clarifier. D'abord, je pense qu'il avait dit dans sa première intervention qu'on a le coût de l'électricité le plus bas ou le moins cher de la région, ce qui n'est pas juste. Et l'autre chose qu'il faut dire, vous avez appelé tout à l'heure à une augmentation du coût de l'électricité, ce qui aussi... Du coût de l'électricité, vous l'avez aussi dit ça. Je pense que c'est des choses, il faut peut-être faire attention. Vous avez en face un coût de revient qui actuellement est plus élevé que le coût de cession, par exemple. C'est ça. Ce que vous dites, c'est de dire, ce coût de cession-là, il faut simplement l'augmenter pour être à hauteur du coût de revient. Qu'est-ce qui vous empêche alors de travailler à dire, travaillons à réduire le coût de revient? Parce que travailler à réduire le coût de revient, c'est ce qui est le plus, c'est-à-dire que c'est ce qui est l'approche la plus, si tu veux, la plus à soutenir et qui donne de la durabilité parce qu'il y a une raison d'équité sociale pour ceux qui vont recevoir de l'électricité. Il y a toute une réflexion derrière, le coût peut augmenter, mais ça se fait, mais de facto, voilà, mais de facto, on ne dit pas qu'il faut partir à une augmentation. Ça doit être justifié en fait. Et je pense que ce n'est pas le seul fait de dire le coût de revient excède en fait le coût de cession, qu'il faille automatiquement dire il faut que le coût de cession augmente. Voilà, donc il faut y travailler derrière. Moi je pense que c'est faisable, c'est
manque d'investissement. C'est l'occasion qu'il faut le dire. On peut effectivement travailler. Je sais que beaucoup de choses sont en train d'être faites. Moi qui vous parle, je suis régulièrement au niveau du département de l'énergie, au niveau de EDM, parce que c'est mes camarades de promo et tout. C'est pour cela, chaque fois que vous allez m'entendre parler, c'est de proposer des solutions qui font que le secteur gagne en réalité. Donc l'autre point que... Juste une petite précision. Nous produisons 1680 mégawatts dans le monde. 1680. Nous sommes dans 48 pays en Afrique. Donc, nous connaissons l'énergie. C'est ce que nous faisons. Écoute, Adara, ce que je suis en train de te dire, Voilà. c'est-à-dire que je ne veux pas très souvent parler de moi-même, mais ceux qui nous regardent, ça fait au moins, je te dis, au moins 20 ans à peu près, que moi je suis dans ce secteur-là et que je ne vis que de ça dans ce pays-là. Donc, et même quand voilà, donc c'est bon, ce n'est pas... Non, ce que je suis en train de dire, c'est juste seulement pour que nous fassions des interventions constructives. Moi, voilà, donc c'est simplement pour clarifier des choses comme ça que j'ai voulu avancer. Donc, mais maintenant, par rapport au point de l'accord, je pense que pour moi, le plus important, ce n'est vraiment pas la dénonciation de l'accord de mon point de vue, là où nous sommes. Là où nous sommes, je salue et je respecte effectivement cette approche des autorités qui consiste simplement, et le minimum, en tout cas, ce qui peut être sauvé de l'accord, pour mettre les Maliens autour de ça et que nous fassions taire en fait les armes, que nous travaillons dans la stabilisation en fait de notre pays et faire face au développement. Je pense que ça c'est vrai. On l'a dit ici plusieurs fois que le départ normalement de l'aménagement devait effectivement ouvrir la porte déjà donc à cette discussion intermalienne. Et même mieux, ce qu'il faut dire pour faire court là-dessus, c'est qu'on a l'occasion à travers ce dialogue-là, nous Maliens, de nous inscrire sur le long terme avec des actions autour desquelles nous allons nous entendre. C'est des solutions endogènes. Nous pouvons effectivement les inscrire sur le long terme, mais faisons une distinction entre inscrire ces actions sur le long terme et dire que c'est la transition qui va toujours porter ces actions-là jusqu'à terme. C'est extrêmement important ce que la transition fait actuellement dans le cadre de mettre les Maliens ensemble, et je salue cette initiative pour les autorités et pour le président. Je pense qu'il y a lieu d'y travailler, même si par ailleurs, en fait, le comité dont on parle, c'est vrai, il y a beaucoup de choses autour de ça. On pourrait se poser des questions, on n'a pas beaucoup de visibilité, mais on sait déjà qu'on va y travailler, même si le timing il est très restreint, mais je pense que quand on y met ensemble, on s'y met ensemble avec ce qu'il y a, on peut avancer de l'avant. Professeur, comment faire cohabiter dans la même case l'accord pour la paix et cette nouvelle commission qui est en passe d'être créée? Le président parle d'appropriation nationale du processus de paix. Oui. Donc d'un dialogue direct inter-malien pour la paix et la réconciliation. Mais ce qu'il faut noter, l'accord d'Alger n'est pas mort. L'accord n'est pas mort. À ma connaissance, ni l'État du Mali, ni les mouvements signataires n'ont dénoncé ou bien n'ont dit qu'ils ne sont plus dans l'accord. L'accord est en difficulté, on le sait quoi. Voilà, un mauvais procès vaut mieux qu'un mauvais procès, un bon arrangement. C'est pas trop, ça c'est défi fondamental quoi. Voilà, un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès quoi. Je pense que l'État du Mali à un moment donné était face à une réalité. On a signé l'accord et dans l'accord prévoit dans son mécanisme, en son sein, les mécanismes par lesquels il peut être révisé. Et aujourd'hui, M. Hadra vient de développer, bon gré, mal gré, pendant 10 ans à peu près, l'accord d'Alger a permis d'avoir une sorte de paix semblable. Et ça, à mon avis, il faut faire des diagnostics, prendre ce qui est bon dans l'accord et enlever ce qui est mauvais. Il faut surtout aller en ce sens. Des questions des emprises de l'aménagement, maintenant c'est terminé. Alors, ceux qui avaient les armes, qui sont signataires, il faut les appeler. Le président, dans son discours, il a fixé les lignes rouges. Je pense qu'elles sont au nombre de 3. La laïcité, l'intégrité, et le troisième point, je ne sais pas trop. À part ça, voilà, l'unicité, la laïcité et l'intégrité. À part ces 3 points, les autres là sont négociables. Je pense qu'il n'est pas loin de l'accord. L'accord aussi s'inscrivait dans ce sens. Donc il faut appeler tout le monde, ceux qui avaient les armes, ceux qui Sauf que l'accord était quasiment inapplicable, professeur. Oui, mais cela ne veut pas dire forcément qu'il faut jeter. Parce que si l'accord n'existe pas aujourd'hui, bon, je ne vois pas certains, les CSP, PSD, il faut appeler les chats par son nom,
quel est le lien de ces mouvements avec la République du Mali, avec le gouvernement? C'est difficile. À partir de l'accord, je pense qu'on peut chercher à les faire revenir à la région. Et même ce qui s'est passé entre le Mali et l'Algérie, d'une part, je pense qu'il y a cette question d'accord. Donc je pense qu'il faut, l'accord n'est pas mort à mon avis. Beaucoup disent qu'il est mort, mais à mon avis, il n'est pas mort. Et là, ce que je propose, c'est d'appeler tout le monde. Et l'accord d'Alger, c'était aussi inter et intramalien, mais les autres sont venus témoigner. Il y avait un chef de file, la communauté internationale sont venus témoigner, nous accompagner. Sinon, c'était signé par les Maliens. Mais ça a été les négocié Maliens ailleurs, et à Bamako. professeur. Mais signé à Bamako. Oui. L'accord d'Alger a été signé à Bamako. La signature, quand même, c'est le couronnement. Effectivement, Oui. donc c'est Ils étaient tous à ça, Alger. ça a tout son sens, quoi. Ça a tout son sens. Et je pense que c'est pas caduc à mon avis. D'accord. Contrairement à ce que beaucoup pensent. Mais il faut surtout l'améliorer, D'accord. faire son toilettage. D'accord. L'autre point du discours, c'est concernant les élections. Concernant donc ce point, le président a prononcé la phrase suivante, les efforts, si vous voulez, ne faibliront pas pour un retour à l'ordre constitutionnel. Monsieur Yatara, comment vous commentez, comment vous qualifiez, comment vous déchiffrez cette phrase du président Goïta? Juste avant de revenir, je tiens à préciser que, qu'on le dise ou pas, l'accord d'Alger est mort de sa belle mort. Ça, qu'on le dise ou pas, l'aménagement était là pourquoi? Oui, mais est-ce que c'est ce qui a été acté Non. par le président de la transition? Non, il ne l'a pas dit, Oui. mais c'est de fait. Quand la création de cette commission, là va en droite ligne de l'arrêt Du remplacement de l'accord d'Alger, Oui. qu'on le dise ou pas. Mais l'État doit avoir le courage, je le dis encore, l'État doit avoir le courage de le dénoncer. Autant l'État a eu le courage de dire à l'aménagement de se retirer, autant l'État aussi doit avoir le courage de dire stop à l'accord d'Alger maintenant. Partons vers cette nouvelle procédure-là. Moi, c'est mon point de vue et je crois que l'État doit être courageux à ce moment. Est-ce Maintenant, que oui, allez-y. et par rapport aux élections, effectivement, il a dit les efforts tendant à mettre en œuvre certaines conditions pour qu'un retour à l'ordre constitutionnel en 2024 seront accentués. Mais les élections présidentielles devraient se tenir février, je crois, 2024. Mais trois raisons fondamentales ont été évoquées par le ministre de l'Administration territoriale pour pouvoir expliquer ce léger report dont il parle. C'est quoi en fait? La première partie, c'est quoi? C'est la récupération de la base de données NINA. 5 milliards. Est-ce que l'État malien a 5 milliards aujourd'hui? Non, je ne pense pas. Deuxième raison, c'était la prise en compte de la révision de la liste électorale qui s'est achevée le 31 décembre tout près, qui doit intégrer la radiation, les nouveaux majeurs et puis les transferts aussi. L'actualisation de ces fichiers-là ne peut pas prendre plus de 2 mois. Et la troisième raison, c'est quoi? C'est un peu par rapport à la nouvelle constitution, parce que la loi électorale, lorsqu'on a voté, c'était la constitution de 92 qui était en vigueur. Entre-temps, on est rentré dans la constitution du 25 juillet 2023. Je crois qu'il va falloir effectivement quelques réaménagements par rapport à la loi électorale pour que la loi électorale soit en phase avec la nouvelle constitution. Ça aussi, c'est en certains articles, ça ne doit pas prendre trop de temps. Mais en le disant, il dit tout simplement pour un retour à l'ordre constitutionnel en 2024, mais il ne précise pas ni le moment. On a parlé d'un léger report, mais lui, dans son discours, il n'a pas précisé qu'effectivement, il ne nous a pas rassuré de façon ferme que les élections présidentielles et un retour à l'ordre constitutionnel sera inévitable en 2024. Plus haut, il l'avait dit au niveau de la sécurité, notre mission n'est pas achevée. Il a dit. En plus, quand il dit qu'il n'a pas précisé de date par rapport aux élections, ça veut dire que, très honnêtement, et quand on analyse le budget aussi, on a dit, quand le budget venait au CNT, les élections étaient prévues, mais on l'a enlevé là-dedans, on a enlevé là-dedans par rapport aux élections. Mais la gymnastique est toujours très facile au niveau du budget. On peut fermer d'autres chapitres pour pouvoir gérer les élections. Ça peut être fait, la gymnastique par rapport au budget est très facile. Mais je dis tout simplement, très honnêtement, au regard de ce quand on lit entre les lignes les élections pour 2024, je ne suis pas sûr. Vous n'êtes pas aussi sûr, même avec cette assurance donnée par le président de la transition, que les efforts ne faibliront pas pour un retour à l'ordre constitutionnel en 2024? Non, je suis très sûr de ce qu'il a dit. J'ai fait une lapsus tout à l'heure. On est dans 46 pays à travers le monde, ce n'est pas en Afrique. Donc je voulais préciser ça, ce n'est pas en Afrique, mais à travers le monde. Allez-y. Voilà, c'est nous qui faisons tous les Jeux olympiques, tous les Coupes du monde, tous les Jeux d'hiver.
En ce qui concerne les élections, il y a un aspect nouveau, la création d'AES. La création d'AES, vous avez suivi le chronogramme qui a été mis en place. D'abord, la rencontre avec le ministère des Finances à Bamako, la rencontre avec le ministère des Affaires étrangères au Burkina et la rencontre avec le Premier ministre au Niger. Alors, il reste quelle rencontre maintenant pour finaliser? C'est la rencontre avec les chefs d'État de l'AES. Et ce qui va se faire certainement en février. Peut-être même précisément à la date à laquelle nous devrons aller aux élections. Donc, il faut en tenir compte que la volonté de la création de l'AES dont il a mentionné, c'est pour justement nous permettre de amorcer un développement commun et avoir une sécurité commune, et en tout cas une politique intérieure de développement commune et aussi une politique extérieure en termes de choix de nos partenaires et aussi une politique sécuritaire interne. Donc si Ibrahim Traoré, le président du Burkina, a dit clairement il n'y a pas très longtemps que l'élection n'est pas une priorité pour le moment. Et le deuxième pays qui est le Niger va faire son dialogue national inclusif le dimanche prochain. D'ailleurs, je les exhorte à ne pas faire l'erreur que nous avons commise ici. Nous l'avons fait ici, notre dialogue national inclusif. On a envoyé à Accra, dans lequel on a demandé 4 ans. Donc, il faut, chers frères, sœurs nigériens, demander 5 ans pour la transition dans vos résolutions du dimanche prochain, qui est demain. Et donc, comment est-ce que cette formation en cours, la rencontre entre les chefs d'État est prévue en février, que Assimi, lui, nous fixe une date des élections en 2024. Donc, je pense qu'il faut intégrer cet aspect. Et je suis certain qu'on aura des élections, mais je ne crois pas en 2024. Et honnêtement, compte tenu de tout ce que nous avons comme élément d'appréciation, je pense aujourd'hui, l'élection est extrêmement importante. On finira par le faire, mais je ne pense pas que ce soit une priorité, parce que l'élection est définie comme étant un retour à l'ordre constitutionnel, il en a parlé. L'élection est définie comme étant une démocratie. Maintenant, pour nous, la diaspora, nous avons compris que la démocratie est la finalité et ce n'est pas le début. Heureusement pour nous, nous avons un début de la création d'un État de AES et on ne peut pas commencer par les élections. D'accord. Aucun espoir aussi, hein, avec cette phrase du président de la transition. Vous pensez que l'espoir n'est plus permis pour les Maliens d'avoir des élections en 2024? Non, avant d'arriver à ça, juste 30 secondes, je pense. Encore l'EDM? Non, pas EDM, mais... Non, en fait, parce que vous voyez, ce dialogue intermalien, il y a un aspect que j'avais oublié d'engager effectivement dans mon intervention. Et ça, c'est un peu le lien avec la géopolitique internationale. Vous voyez, c'est-à-dire que ce dialogue-là va tellement permettre, en tout cas de mon point de vue, que le piège dans lequel, en fait, la CEMA et, disons, ses alliés, qui sont une minorité, prenaient, en fait, quasiment toutes les populations des régions du Nord en otage, je pense que cette appropriation va permettre à ce que les populations progressivement se retrouvent dans ça et que je pense que cela va beaucoup plus faiblir en fait le lien de la géopolitique internationale qui s'invite dans ça via la CMA. Voilà. Maintenant, pour arriver à cette intervention du président par rapport aux élections, je pense qu'a priori d'abord, ça ne rassure pas la classe politique. Ça ne rassure pas la classe politique en cela que... Oui, mais est-ce que ça vous rassure, vous en tant qu'observateur qui aura effectivement des élections politiques Non, aussi, mais oui. je suis politique et en tant qu'analyste, je vois pas, il n'y a pas de visibilité, mais je vois derrière, peut-être qu'il y a un certain nombre de choses, notamment la confiance des acteurs, et peut-être que les autorités essayent de protéger. Parce que, en donnant maintenant, on a dit les efforts, et j'imagine c'est en termes effectivement donc de réformes principalement, mais même lesquelles réformes
n'ont pas été précisés. Savoir que peut-être que ça va être consacré à ça, mais on a dit les efforts ne faibliront pas. Donc en réalité, quand vous voyez ça, d'un côté, ça peut dire peut-être on n'est pas suffisamment sûr de ce qu'on peut faire avec un chronogramme. Et si on n'en est pas, lorsqu'on va l'annoncer et qu'on n'est pas en mesure de respecter ça, et peut-être que quelque part, ça va casser un peu dans la confiance. Alors que nos autorités aujourd'hui, elles sont convaincues, et cela est une réalité, qu'elles sont ancrées dans une légitimité très forte en réalité. Et donc, ce qui est grave pour une légitimité, le long du temps, c'est de perdre la confiance de ceux-là qui la portent. Et je peux comprendre peut-être de ce côté-là, mais pour une lecture politique, ça ne rassure pas parce que ça ne donne pas de visibilité. Mais je pense que ça peut être toujours rattrapé. En cela que, comme on était ici dans un discours avec un caractère sobre, je pense que très rapidement, les actions qui peuvent être posées dans ce sens-là doivent vous permettre effectivement à la classe politique d'avoir de la visibilité. Parce que rien n'est dit non plus qu'il n'y aura pas d'élection en 2024. On a dit les efforts ne faibliront pas pour un retour à l'ordre constitutionnel. Donc le contenu n'est pas clair. Et on va arrêter de spéculer là-dessus. Je sais qu'il n'y a pas de visibilité, c'est clair pour moi. On est en train de faire un mauvais procès à Assimi Goïta. Rien ne dit qu'il n'y aura pas d'élection en 2024. Vous savez, M. Sylvé, je pense que le président il a été clair. Hein? Il dit notre mission n'est pas achevée. Et ça veut dire ce que ça veut dire. C'était au niveau du chapitre sécurité. Oui, nous, hommes politiques, on a toujours dit qu'il faut faire les distinguos entre la sécurité du territoire et la sécurité des élections. C'est extrêmement important. S'il faut chercher à recouvrer l'intégrité territoriale, assurer la défense, la sécurité de tout le territoire, ça c'est une mission régalienne de l'État qui ne finira jamais. Aussi longtemps que le monde va exister, les pays vont exister, cette mission elle est là. Mais les élections, c'est différent. Lorsque nous voulons aller aux élections, nous pouvons chercher les voies et moyens, les partenaires pour assurer la sécurité des élections. En 2023, on a révisé la loi électorale. On a mis en place l'EJ qui est opérationnel. On a une nouvelle constitution. Rien ne nous empêche, de mon point de vue, de respecter même ce délai de 24 mois. Mais en septembre dernier, le gouvernement a fait un communiqué, il y aura un léger report. Le léger report, c'est ce que M. Diarra dit. Mais même ça, ce n'est pas clair. Léger report par rapport à quoi? Combien de mois? Combien d'années? On ne sait pas. Or, mais est-ce qu'il ne revenait pas au président de la transition de trancher ces questions de date? C'est ça qui montre que la lisibilité et la visibilité du discours ici est en difficulté. Moi, j'ai eu du mal à comprendre. Lorsque j'ai fait des recoupements, certaines expressions, je les ai mis ensemble, j'ai eu du mal à comprendre. Et en 2024, rien ne nous rassure qu'il y aura une élection. Or, pour nous, en politique, aller aux élections est un impératif. D'accord. Et je pense qu'aujourd'hui, en 2024, il est temps pour nous, pour les autorités, de dire s'il faut reporter, c'est pour combien de temps, s'il faut respecter les délais, mettre tout ensemble pour qu'on puisse aller aux élections. On ne peut pas rester aussi de façon indéfinitive dans une transition. Ce n'est pas possible. 10 secondes chacun pour un dernier tour de table. En fait, moi, je suis un peu perplexe par rapport aux élections parce que je comprends le président de la transition parce que tout simplement, en disant que les élections se tiendront coûte que coûte en 2024 parce qu'il sortira de son rôle. Parce que seules les élections référendaires relèvent du ressort du président de la transition. Mais les élections présidentielles, les élections générales, c'est le président de l'EJ qui fixe les dates, effectivement en concertation avec les autorités. Mais la fixation de la date relève du ressort de l'EJ, que ce soit les élections générales et les élections présidentielles. Maintenant, pour clôturer, je soutiens Mordicus qu'il faille dénoncer l'accord d'Alger. Et pour que la nouvelle commission puisse vraiment avoir les mains libres pour travailler. Et vivement 2024 pour que le Mali retrouve, pour qu'on assiste à un retour à l'ordre constitutionnel. M. Aïdara, 10 secondes. Nous avons pris un engagement de suivre le calendrier. Nous savons que la CEDEAO nous attend. Ils auront même une réunion, je crois, la semaine prochaine. Et la date des élections qui a été recalée pour un léger effort. Moi, je dirais ceci. Avec l'avènement de l'AES, l'élection n'est pas à l'ordre du jour.
nous, la diaspora, nous estimons que nous pensons et nous soutenons. Est-ce que la sanction pourrait être à l'ordre du jour Non, de l'autre côté? Non, pas maintenant. Peut-être que ça serait la session de février. Et si la CEDEAO a le malheur également de faire des sanctions, ils ont pris des dispositions certainement qu'ils comprendront que l'effectivité AES est une réalité. Donc je dirais aux Maliens, nous avons fait une saine appréciation de ce qui nous est arrivé ces 30 dernières années. Nous avons fait des recommandations de 517 recommandations qui s'étalent sur 30 ans, ce qui nous amène à 2063. Et nous avons aujourd'hui pu recouvrer une bonne partie du territoire. Il reste à sécuriser le reste. Donc leur mission n'est pas terminée. Finissons avec la sécurisation, posons des bases solides pour l'intégration d'AES et allons vers les élections. Les élections pour nous, ce n'est pas une priorité. La sécurisation du territoire d'abord. Oui, et donc rapidement, je pense qu'il y a déjà deux bonnes notes que moi je voudrais toujours saluer au niveau de la transition. C'est vraiment en tout cas cet attachement à la souveraineté du pays, cet attachement à la légitimité chaque fois en amont des actions. Mais j'ai vu un troisième point que les autorités sont en train d'aller chercher et qui est très bon, c'est pourquoi là-dessus je vais conseiller, ça c'est la cohésion sociale. Cette cohésion sociale, pour l'avoir autour des grandes difficultés, dont ici je vais mettre deux, la question de l'électricité et la question des élections, je pense que les autorités doivent veiller à faire taire les spéculations pour donner donc plus d'informations et de transparence autour de ces choses-là et construire une inclusivité qui fait que en fait, ce qui est de la spéculation va baisser et la cohésion sociale va grandir. C'est dans cela que nous allons grandir et nous sortirons de la transition. Deux mots. Oui, bon, moi je soutiens que l'accord il n'est pas mort. Dans la volonté des autorités... L'accord n'est pas mort, il y aura des élections en 2024. Pas ça, forcément. L'accord il n'est pas mort. Et dans la volonté des autorités de réunir tout le monde autour d'un dialogue intermalien, qu'est-ce qui empêche l'autorité de mettre sur table la question de l'accord? Parce que comme c'est intermalien, appeler tout le monde, qu'on rediscute et on corrige les imperfections. Et par rapport au délai, le délai de 24 mois, c'est par décret présidentiel. Donc rien n'empêche au président de donner les délais par rapport aux transitions. Les 24 mois dans lesquels nous sommes et qui prend fin en mars, c'est par décret présidentiel que ça a été pris. Donc rien ne les empêche aux autorités, au président, de dire, bon, à partir de telle date, nous mettons fin à la transition et nous allons organiser les élections. Et la transition prend fin par l'élection du président de la République. Ainsi prend fin ce numéro de votre émission Regard Croisé qui recevait comme invité M. Abdallah Yatara du parti Yelema, Mohamed Chérif Aïdara, président du CSDM, Bagui Diarra, analyse politique, professeur Laya Guindo, il est professeur d'enseignement supérieur. Merci à vous de nous avoir suivis. Nos meilleurs vœux à tous nos téléspectateurs. Au revoir. Au revoir.